Bonjour à tous et bienvenue dans Économie, le MAG. Au sommaire aujourd'hui, l'État islamique, malgré l'avancée des combattants kurdes et les frappes de la coalition internationale, les djihadistes contrôlent toujours une grande partie du sud de la Syrie et du nord de l'Irak. Résultat, les commerçants doivent modifier leurs itinéraires pour livrer leurs marchandises à bon port. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera œnologie. Les vins israéliens sont de plus en plus reconnus et appréciés, mais peuvent-ils pour autant séduire les palais français? C'était en tout cas l'objectif d'une dégustation organisée à Paris en début de semaine. Voilà pour les titres, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de passer en revue l'actualité économique internationale et on commence avec la prolongation du dialogue sur le nucléaire iranien. Les grandes puissances et Téhéran auront donc 7 mois supplémentaires jusqu'au 30 juin 2015 pour se mettre d'accord. Mais pendant la poursuite des négociations, l'Iran va bénéficier d'un allègement des sanctions qui asphyxie son économie, un dégel de ses avoirs à hauteur de 700 millions de dollars. En revanche, pas de levée de l'embargo occidental sur le pétrole. Je vous rappelle que les réserves d'or noir de l'Iran sont estimées à plus de 150 milliards de barils. Écoutez. Les Iraniens veulent un réel allègement des sanctions et ils craignent aussi que de nouvelles mesures puissent leur être imposées facilement. Au contraire, les Américains, eux, veulent un allègement plus échelonné des sanctions pour avoir un meilleur levier en cas de retournement de la situation politique. La France reporte la livraison de son premier Mistral à la Russie jusqu'à nouvel ordre. Selon un communiqué de l'Élysée, la situation dans l'est de l'Ukraine est toujours trop critique. Le cessez-le-feu doit être entièrement respecté, avait expliqué François Hollande à de nombreuses reprises. Face à cette décision, la Russie s'est elle aussi exprimée. Elle ne poursuivra pas la France en justice pour le moment. La vente des 2 navires bâtiments militaires à Moscou avait effectivement été conclue en juin 2011 sous la présidence de Sarkozy et pour un montant estimé à 1,2 milliard d'euros. Plus de souplesse budgétaire, c'est ce que recommande l'OCDE pour la zone euro qui, selon l'institution, fait peser un risque majeur sur l'économie mondiale. En effet, la conjoncture est peu dynamique, le chômage est toujours très élevé et l'inflation encore loin de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Pour ce qui est des prévisions de croissance, l'OCDE table sur 0,8% pour 2014, 1,1% en 2015 et 1,7% pour 2016. Un sommet historique pour renforcer l'intégration régionale. Le forum de Santiago, qui se déroule actuellement au Chili, a un objectif, rapprocher le Mercosur, le marché commun du Sud, et l'Alliance du Pacifique, 2 blocs de pays qui représentent 90% du PIB de l'Amérique latine et des Caraïbes et 80% de son commerce. Alors même si une zone de libre-échange qui englobe toutes ces économies très différentes les unes des autres, ça ne serait pas réaliste, la présidente chilienne prône la convergence, on l'écoute. Trouver la façon de faire converger 2 mécanismes d'intégration distincts, mais avec des objectifs similaires, c'est ça la réalité. Nous ne pouvons pas conserver cette image d'une région dont les 2 extrémités sont dos à dos et pourtant l'une à côté de l'autre, avec l'Atlantique d'un côté et le Pacifique de l'autre. Nous sommes un continent extrêmement riche et diversifié. Nous n'avons pas le droit de refuser notre développement. Nous n'avons aucune excuse de ne pas créer un discours commun. Nous n'avons aucune excuse d'isoler certaines personnes des autres et de nous priver du potentiel que nous trouverons dans l'unité. Une visite pour renforcer leurs relations économiques. Le ministre espagnol des Affaires étrangères est actuellement en déplacement officiel à Cuba. Sur place, il doit rencontrer son homologue pour parler immigration, mais aussi coopération. Pour l'heure, l'Espagne est le 3e partenaire commercial de Cuba. Après le Venezuela et la Chine, les 2 pays ont échangé pour 1,5 milliard de dollars en 2013. J'ai rencontré les entreprises espagnoles. Plus de 200 d'entre elles travaillent pour le développement de Cuba. Nous avons parlé des projets de coopération et en avons parlé naturellement avec les autorités politiques cubaines, de nos relations entre l'Espagne et Cuba, et entre Cuba et l'Union européenne.
Picard de nouveau sur le marché. D'après le quotidien Les Échos, la société d'investissement britannique Lion Capital serait en train de préparer la vente du géant français des surgelés. Le journal explique qu'initialement c'était une introduction en bourse qui était envisagée, mais le gérant de fonds a renoncé, refroidi par les perturbations de la bourse cet automne. Pour rappel, Picard compte quelques 920 magasins en France et génère 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe est encore peu présent à l'étranger, mais il a annoncé la semaine dernière son arrivée imminente au Japon. C'est un territoire grand comme la Belgique que contrôle actuellement l'État islamique, à cheval entre la Syrie et l'Irak. Pour éviter les djihadistes, les commerçants n'ont pas d'autre choix que de modifier leurs habitudes et surtout leur itinéraire. La solution la plus sûre est de livrer les marchandises par bateau en passant par le sud de l'Irak. Une aubaine pour les ports de la région qui voient leurs revenus exploser. Les détails en images avec Éric Berdugo. Daesh étend son territoire, du nord à l'ouest, de Mossoul en direction de Bagdad. L'accès des camions des marchandises par ces routes devient compliqué, voire impossible. Il est très difficile de traverser la Jordanie et la Syrie pour arriver à bon port. C'est pourquoi les ports du sud de l'Irak fonctionnent en flux tendu. Lorsque le trafic a été stoppé au niveau des points d'entrée dans le nord et l'ouest de l'Irak, les marchandises irakiennes ont été forcées de changer de route. Les marchands choisissent toujours la meilleure route, la plus facile et la moins coûteuse. Cela explique pourquoi les ports du sud de l'Irak et ses points de passage ont été choisis. Les commerçants sont obligés d'éviter les ports syriens. Les cargos et conteneurs n'hésitent plus à changer de chemin, question de sécurité. Qasr, seul port irakien en eau profonde, gère 80% des importations nationales. Environ 15% du nombre de camions en provenance de l'Europe via la Turquie ont changé de route. Les marchandises en provenance d'Europe particulièrement ont commencé à arriver par les ports du Sud selon les fermetures totales ou partielles d'autres points de passage. Qasr est aussi l'un des ports les plus chers du monde pour les expéditeurs de marchandises. Situé au sud de l'Irak, il est cependant l'un des plus fréquentés du moment. Certaines mesures ont été mises en place pour encourager les entreprises voisines européennes. Facilitation des déchargements et réduction des coûts de taxes. L'économie locale n'en est que stimulée. Au cours des 10 derniers mois, nous avons réalisé une augmentation du chiffre d'affaires de plus d'1 million de dollars comparé à la même période l'an dernier. La courbe des navires faisant escale dans ces ports lors des 10 derniers mois a d'ailleurs augmenté de 18 navires par mois. L'emprise de Daesh sur la Syrie et une partie de l'Irak devient problématique. Le réapprovisionnement pour les ressources alimentaires ne passant que par le sud, les populations plus au nord manquent de nourriture. C'est une véritable course à l'énergie, longtemps isolée et à la recherche d'investisseurs. La Birmanie a promis qu'en 2030, tout le pays aurait l'électricité. Pour l'instant, à peine 30% de la population y a accès, mais cette quête de la lumière pourrait s'avérer plus problématique que bénéfique. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Regardez. 10 000 $, c'est la somme demandée par les autorités à ce petit village pour avoir l'électricité. Dans cette région pauvre de l'est de la Birmanie, les villageois se sont lourdement endettés pour amasser cette somme considérable. Mais 10 mois plus tard, ils sont toujours dans le noir. Et les autorités demandent encore davantage pour raccorder le village. Si nous avions l'électricité, nous pourrions cuisiner, utiliser des ordinateurs. Les enfants pourraient étudier. J'ai pris des cours d'informatique, mais je ne peux pas m'entraîner à la maison. Les campagnes restent largement privées d'électricité. Quant aux grandes villes, elles sont régulièrement victimes de coupures de courant, dénoncées par des manifestations à répétition. Au total, à peine 30% des 51 millions de Birmans ont accès à l'électricité. Si vous ne tenez compte que des zones urbaines, le pourcentage pourrait atteindre 75%. Mais la moyenne est à 30%, car il faut tenir compte des zones rurales où le pourcentage est très faible. Le gouvernement a promis qu'en 2030, toute la population serait reliée. Il compte doper la production hydroélectrique grâce à la construction de barrages qui produisent déjà plus de la moitié de l'énergie du pays. Mais dans les campagnes pauvres et les zones de conflit, les projets sont souvent synonymes de saisie des terres et non de l'arrivée de l'électricité. Ils peuvent aussi représenter une menace pour certaines populations. La construction d'un barrage proche des terres de cette tribu inquiète les habitants. Notre tribu n'est pas la seule à vivre sur les berges de la rivière.
S'il y a des inondations, toutes les tribus qui vivent le long de la rivière seront totalement éliminées. En Birmanie, la course à l'énergie est un juteux marché que les plus riches se partagent. Et avant que tous les foyers soient entièrement raccordés, de douloureux compromis seront sûrement nécessaires. Rouge, blanc ou encore rosé, il y en avait pour tous les goûts. En début de semaine, une vingtaine de viticulteurs israéliens sont venus présenter leurs produits aux cavistes et œnologues de l'Hexagone. Mais les vins produits en Israël peuvent-ils vraiment plaire aux Français? Élément de réponse avec Anthony Lesme. Castel, Tulipe et 18 autres domaines israéliens ont été représentés à Paris. À l'initiative de l'Organisation internationale des vins, ces viticulteurs ont présenté leurs produits dont les origines françaises ont éveillé la curiosité des spécialistes. Ce sont des vins quand même qui sont issus donc, de cépages français, donc ça c'est toujours important. C'est intéressant aussi nous en tant que Français de déguster aussi d'autres vins que français et par les cépages français. C'est quand même assez puissant, c'est des vins quand même que nous en France on a l'habitude sur d'autres cépages. Si Israël a depuis 10 ans nettement amélioré son offre qualitative, le marché local reste encore très restreint. La consommation par tête des Israéliens n'est pas plus haute que 5 litres par an par habitant. Et vraiment, ce sont des chiffres très mineurs, très réduits, que nous essayons ces dernières années d'augmenter. Faire boire davantage les Israéliens, c'est une solution. Une autre, c'est de développer l'international. Et c'est un secteur en nette progression. Entre 2011 et 2013, les exportations ont progressé de 25%, atteignant les 35 millions de dollars. Nous faisons entre 30 et 40% d'exports. La moitié des exports, c'est le marché des États-Unis. Notre plus grand importateur, après, c'est la France et puis l'Angleterre. Nous essayons d'inciter les caves à diriger leur exportation vers les marchés généraux et non pas pour les communautés juives, non pas pour le secteur kasher. Reste que les prix du vin israélien sont encore très élevés. Une difficulté dans la compétition internationale face à des pays comme la France, l'Espagne ou le Chili, mais aussi des nouveaux venus comme la Chine. Et pour parler œnologie, nous sommes en ligne avec Jessie Bodek, meilleur sommelier d'Israël 2005. Bonjour. Bonjour. Alors une première question, en France, on a toute une culture du vin, on en consomme beaucoup, plus de 28 millions d'hectolitres en 2013. Est-ce que les Israéliens sont également de grands amateurs de vin? Écoutez, de plus en plus. La culture du vin se développe énormément en Israël ces 10 et 20 dernières années, et l'art de vivre aussi. Donc l'Israélien aujourd'hui boivent de façon assez modérée, si l'on compare les chiffres à l'Europe. Puisqu'un Israélien moyen consomme environ entre 6 et 7 litres de vin par an. Cela dit, il y a 10 ans de ça, nous parlions de chiffres aux alentours de 2 litres. Donc une énorme progression quand même. Alors donc des consommateurs assez importants. Que représente Israël sur le marché mondial du vin? En d'autres termes, est-ce que le pays est un gros producteur? Écoutez, le vin israélien reste une goutte d'eau dans l'océan de production de vin mondial. Cela dit, Israël se fait petit à petit connaître d'un point de vue qualitatif. Certains producteurs de vin israéliens parviennent à entrer sur des cartes de vin de restaurants étoilés de par le monde. C'est le cas en l'occurrence du domaine de Castel, mais pas seulement. Donc il y a vraiment des pas de géants qui ont été faits en Israël d'un point de vue de la qualité. Et au niveau de l'exportation, est-ce qu'Israël exporte beaucoup de ces vins? Alors jusqu'à il y a quelques années, le but des exportateurs producteurs de vin en Israël était de se placer sur les marchés dits juifs, dans les communautés juives de par le monde. Il y a 2 ou 3 ans de ça, ils ont finalement compris qu'il ferait bien d'essayer de vendre leur vin en tant que vin exotique, au même titre que le vin australien ou chilien pénètre les marchés européens. Le vin israélien a vraiment une carte à jouer sur ces marchés généraux. Alors pour ce qui est du prix, le vin israélien coûte généralement assez cher. En France, on peut trouver une bonne bouteille de vin pour moins de 10 €, alors qu'en Israël, il faut plutôt compter aux alentours de 15 €. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence au niveau des prix?
Absolument. Mais écoutez, Israël est un petit pays. Les producteurs de vin produisent de façon générale de petites quantités. Donc les économies d'échelle ne sont pas possibles ou sont moins possibles sur le marché de production de vin israélien. Ce qui explique, en tout cas en partie, le prix élevé du vin israélien. Voilà. Merci beaucoup, Jessie Bodek, pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Économie Le Mag revient demain à la même heure. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet www.i24news.tv en français, en anglais et en arabe. En attendant, l'information continue sur i24 News.